Bienvenue à tout le monde. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver ici aujourd'hui pour cette conversation avec Gisèle Pineau. Avant de passer la parole à ma collègue Jen, qui va présenter notre invité distingué, je vais introduire brièvement notre association Croisement Voix. Nous sommes un collectif d'universitaires basé en Amérique du Nord, spécialisé dans les littératures et cultures caribéennes. Depuis 2021, nous offrons une série de conversations avec des écrivains, artistes et activistes de la Caraïbe et de sa diaspora. Au mois de septembre, nous avons accueilli Alexis Pauline Gumbs pour discuter de sa biographie de la poétesse Audre Lorde. Je m'appelle Lucy Swanson et je vous présente mes collègues qui sont là aujourd'hui. Jen Boumake, Nathan Dies, Corinne Labredi, Erica Serrato, Jocelyn Sutton-Franklin et Charlie Verstraete. Après l'introduction de Jen, nous aurons une petite lecture de la vie privée d'Oubli. Et puis notre discussion durera 40 minutes à peu près avant de laisser la place à vous, l'audience, pour poser des questions. Nous remercions aujourd'hui French Connections à Washington University à Saint-Louis pour son soutien. Merci. Merci beaucoup, Lucie, pour cette introduction. Merci à tout le monde de nous rejoindre aujourd'hui. C'est un immense plaisir pour nous d'être en conversation avec une grande dame de la littérature, dont la plume ne cesse de nous émouvoir, de nous bouleverser, de nous interroger et de réveiller nos imaginaires. Il n'est sans doute pas nécessaire de présenter longuement Gisèle Pineau, vous la connaissez tous et toutes, mais je me permets tout de même de rappeler brièvement son parcours. Son premier roman, La Grande Rive des Esprits, est paru en 1993 et lui a valu le prix Carbet de la Caraïbe, qui a été fondé par Édouard Glissant. Ce succès a été suivi par de nombreuses autres œuvres, notamment des romans, depuis L'Espérance Macadam en 95 jusqu'à La Vie privée d'Oubli en 2024, ainsi que des recueils de nouvelles et des récits autobiographiques. Je tiens également à souligner que son roman Adi Soleil Noir, qui est sorti en 2021, a été récemment traduit en anglais par Tiffany Levick et Tim Lomeli et sera publié en avril 2025 par Liverpool University Press. Aujourd'hui, nous avons la chance de nous réunir pour discuter de son tout dernier roman, La vie privée d'oubli, publié chez Philippe Ray. Comme souvent dans l'univers de Gisèle Pineau, ce livre nous entraîne à l'entrecroisement de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique et de la Caraïbe, en nous invitant à découvrir ces femmes qui tracent une cartographie matrilinéaire de la diaspora transatlantique. Je vais maintenant laisser la parole à Gisèle Pineau, qui a gentiment accepté de lire un extrait de La vie privée d'oubli. Merci encore d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour à tous, un grand merci pour cette invitation et puis j'espère que les échanges seront fructueux. Je vais vous lire les toutes premières pages de La vie privée d'Oubli. Margie est revenue à Guada sourire aux lèvres, les sourcils tatoués, pareils à deux grandes ailes noires floquées sur son front. Dans ses bagages, eau de toilette, bijoux Swarovski, kit de fossiles, palette de maquillage, kilomètres de mèches super braid TZ de diverses couleurs. Sitôt débarquée, elle a tout revendu en moins de 2 à ses copines et à des coiffeuses qui tiennent salon sous un manguier de leur cour ou dans une cuisine négligée, gardant un œil sur la marmaille et veillant les marmites au feu. La Tour Eiffel, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, et puis Château d'Eau, Barbès, la Goutte d'Or. Ses yeux brillent à l'évocation de sa fantastique virée dans la capitale. Des centaines de photos stockées dans son téléphone portable. 15 jours de rêve à Paris. Bien sûr qu'elle va y retourner. Yaël Desbois et Margie Laroche sont des amies sœurs depuis l'école maternelle. Elles ont grandi ensemble à Beau Séjour, dans une résidence principalement peuplée de petits fonctionnaires créoles, soignants à l'hôpital, policiers, gardiens de prison à Fontsarail. À 13 ans, elles s'étaient fait déflorer par des grands de troisième. Un pari, celle qui le ferait la première. Un jeu qui leur avait tiré des larmes et du sang à 2 jours d'intervalle. Elles en avaient ri
Au cours des années lycée, les filles avaient souvent zappé les cours pour suivre des bad boys rugueuses et envoûtants, les yeux fermés. Accrochées à ces gars bravaches sur leurs motos vrombissantes, elles s'abandonnaient à la toute-puissance des machines qui fendaient le paysage. Grisées par la vitesse et le danger, elles aimaient ça, frôler l'accident, risquer la mort, tanguer jusqu'à la nausée. Et puis, dans un bandeau rongé de termites du ghetto, ou une villa cossue de la Riviera, gâcher les heures à boire des alcools forts en se berçant de viles paroles, cris inutiles et jurons gratos. Fumer de l'herbe pour traverser ce monde, tomber dans une autre dimension au bord du néant, flotter, se dédoubler, voler, rebondir, s'effondrer sans trop de fracas. Aussi prêter son corps, remuer les reins au bon vouloir des uns et des autres, danser toute la nuit sur des musiques guerrières, manière de combler l'ennui, remplir leur vie, dormir la moitié du jour. Je vais m'arrêter là. C'est une entrée en matière dans la vie privée d'oubli. Merci Gisèle. Je ne sais pas si on peut passer un meilleur mercredi que de vous écouter lire quelques pages de votre dernier roman. Donc, merci pour ce cadeau. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je dois dire, avant de vous poser ma question, que c'est un roman qui fait partie de ces livres qu'on n'arrive tout simplement pas à lâcher. À partir du moment où on rentre dans l'histoire, on a envie de le dévorer. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous conseille vraiment de l'acheter demain, dès demain, et de vous y atteler, car c'était vraiment, c'était une lecture extraordinaire. Alors, je viens à ma question, qui démarre avec le titre du roman, La vie privée d'oubli, qui fait référence au poète sino-français François Cheng. Vous le citez d'ailleurs dans l'épigraphe. Je me permets de lire les quelques phrases. À ceux qui revient et ne s'en va plus, à ceux qui revient et se fond dans le noir, à chaque étoile perdue dans la nuit, à chaque larme séchée dans la nuit, à chaque minute d'une unique nuit où se réunit tout ce qui se relie, à la vie privée d'oubli, à la mort abolie. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que c'est les phrases de François Cheng qui sont le point de départ de votre roman? Ou est-ce que cette phrase, la vie privée d'oubli, vient après, une fois l'écriture du roman entamée? Et donc, si c'est le cas, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ces quelques mots comme titre pour votre roman? Waouh, la vie privée d'oubli. Cette phrase dans le texte de François Cheng, tiré de cinq méditations sur la mort, parce qu'il y a aussi sur la vie privée d'oubli. Cette phrase m'a emmenée tellement loin. Et finalement, c'est quand j'étais en train d'écrire ce livre que je me suis rendu compte que finalement, j'écrivais sur l'oubli. Le thème de ce livre, c'est oubli, l'oubli. Est-ce que on oublie d'où on vient? Est-ce qu'on oublie ceux qui nous ont précédés? Est-ce que euh, cette, euh, cet ADN qui est en nous ne, ne, ne transporte pas des choses qui sont là, qui demeurent et qu'on ne peut pas oublier? La vie privée d'oubli, eh bien, c'est l'incapacité d'oublier finalement. On nous parle aujourd'hui de devoir de mémoire, mais finalement, cette mémoire-là, elle nous habite, elle nous hante, elle, euh, elle est là et dans l'invisible et dans l'indicible, on la retrouve partout. Donc, ce titre-là, il s'est imposé et je me suis rendu compte qu'effectivement, mes personnages vivent entre l'histoire collective, la grande histoire, et les petites histoires intimes, familiales, qu'on n'oublie pas. Euh, dans la vie privée d'oubli, peut-être grâce à ces vers de François Cheng, eh bien, je me suis parfaitement reconnue dans les thèmes que j'explore depuis le commencement de mon écriture, avec des personnages qui,
ont connu des souffrances peut-être dans l'enfance. Alors, cette enfance-là correspond au passé et la grande histoire de l'esclavage des Antilles, de beaucoup de Caribéens, correspond aussi à ce passé-là. Et chez les Guadeloupéens, en tout cas chez les Caribéens, chez les Afrodescendants, chez beaucoup d'Afrodescendants, l'histoire intime et familiale, les souffrances que l'on peut connaître, comme par exemple Margie, qui a cette enfance tellement perturbée avec de la violence sexuelle, des attouchements de la part, peut-être que je ne veux pas spolier, mais enfin, voilà, elle a une souffrance en elle, euh, comme beaucoup de femmes à travers le monde, pas simplement aux Antilles, hein, des choses qu'on ne doit pas divulguer, qu'on doit garder en soi, des meurtrissures, des blessures, euh, de l'intime. Alors c'est ce qu'on ne peut pas oublier. Souvent, je regarde des reportages à la télévision, des documentaires sur des femmes qui ont subi des abus sexuels dans l'enfance, hein, et qui peut-être attendent 30 ans avant de, 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 d'oser, d'oser dire voilà, quand j'étais enfant, il y a un oncle, un frère, un grand-père qui m'a touchée, qui a abusé de moi, qui m'a soumise à, ses, à sa volonté et qui m'a sommé de me taire. Alors, dans mes romans, souvent les personnages voilà, sont entre l'intime, les blessures de l'intime, et puis les blessures qui appartiennent à une collectivité, à un peuple. C'est l'histoire aussi, c'est l'histoire du monde en fait. On vit tous, je pense, tous les êtres humains, avec l'histoire oubliée oubliée peut-être de nos ascendants, ceux qui ont quitté un monde connu, qui ont été des migrants à un moment donné, qui ont fui une terre, un pays, une culture, des paysages, un environnement, pour aller quelque part sauver leur peau, euh, échapper à une dictature, à une persécution, à la guerre. Alors, est-ce que tous ces gens qui viennent de peuples qui ont été martyrisés, euh, d'ancêtres qui ont été martyrisés, qui ont fui un pays, qui vivent aussi, qui ont vécu pendant longtemps de nostalgie et puis aussi d'une mémoire qu'on on leur, on leur imposait, l'oubli, oubli, mais c'est impossible d'oublier. C'est ce que j'ai retrouvé dans les textes de François Cheng. On vit avec tous ces fantômes et puis même si certains vont déclarer ah c'est le passé, laissez tomber ce passé. Ça ne vous est pas arrivé personnellement. Vous n'avez pas porté, quand je pense à l'esclavage, vous n'avez pas porté de chaîne aux pieds. On ne vous a pas fouetté. Nous sommes au XXIe siècle. Oubliez. Et puis tous ces peuples, je parle des premiers peuples en Amérique aussi. J'en parle d'ailleurs dans mon livre avec le pape qui demande pardon des siècles après. Voilà. Est-ce qu'on peut oublier? Est-ce que les descendants ont la capacité réellement d'oublier? Alors voilà, c'est l'exploration de ce livre en fait. Et le sujet était comme une montagne devant moi parce que je voulais remonter aux origines et en même temps je voulais écrire un roman euh, résolument contemporain avec les maux dont souffrent nos sociétés aujourd'hui, avec avec ce qui fait la une de l'actualité, ce qui remplit les pages des journaux, des faits divers, des mules, des jeunes qui transportent de la drogue dans leur corps. Je voulais, je voulais à mon âge, 68 ans, écrire un roman où des jeunes lecteurs pourraient se reconnaître et pourraient reconnaître leur pays. Je voulais montrer que je savais ce qui se passait aujourd'hui et que je pouvais aussi déceler les séquelles dont souffrent
les Guadeloupéens aujourd'hui. Merci, chère Gisèle. Alors, je vais enchaîner par une question. En fait, j'ai commencé ma lecture dans un avion et ça a rendu vraiment cette expérience de lecture vraiment corporelle. Et je vous remercie pour cette voilà, expérience de lecture. Et j'ai beaucoup réfléchi à la corporalité du voyage, les préparations à la maison, le trajet vers l'aérogare, l'angoisse provoquée par la possibilité de retard ou d'un objet essentiel laissé à la maison, le passage par la sécurité, la recherche de sa porte d'embarquement, l'attente impatiente peut-être pour son groupe d'entrée dans l'appareil, les ceintures de sécurité, les démonstrations de secours en cas de crise et tous ces êtres aux alentours qui ressentent eux aussi les effets du voyage. Ceci dit, il y a une autre angoisse, une autre expérience corporelle hors du rythme typique du voyage aérien que subissent Margie et Yael dans ce roman, celle du trafic des drogues refoulées et calées dans leur corps. Et personnellement, j'ai dû m'arrêter sur ce verbe caler puisque je ne pouvais pas m'empêcher de noter les traces du mot cale, c'est-à-dire la partie en bas du bateau esclavagiste. Pourriez-vous nous parler des géographies et des espaces-temps que vous reliez dans ce roman, et comment est-ce que vous avez construit cet espace de matrice du temps d'antan, de l'époque de l'esclavage et du moment présent? Merci. Euh, je crois que dans mes livres, les temps se télescopent toujours. Ça m'intéresse beaucoup de mêler les temps, passé, présent, futur. Et quand on est dans un avion, on quitte en quelque sorte une terre, mais c'est aussi un passé, c'est l'histoire d'une terre, d'une vie, c'est un morceau de sa vie qu'on laisse derrière soi, et on est dans le présent, et ce présent euh, file très vite, aussi vite qu'un avion. Et on va vers quoi? On va vers demain, vers un avenir, vers des rêves, vers des espoirs. Et effectivement, euh, dans, dans ma propre histoire, il y a toujours eu des voyages. Il y a eu, euh, il y a eu vraiment il y a eu vraiment les voyages. Et on les retrouve dans les titres de mes livres d'ailleurs. L'exil selon Julia, les voyages de Mary Cizal. Euh, voilà. Enfin, il y a beaucoup de titres où je parle de personnages qui vont quitter un monde connu pour arriver quelque part. L'exil, selon Julia, c'est le voyage de ma grand-mère pour la France, qu'elle ne connaît pas dans les années 1960. Mais je parle aussi, peut-être dans Mes quatre femmes, de l'expérience de mon père qui va quitter la Guadeloupe pour répondre à l'appel du général de Gaulle. En 1943, mon père est un jeune Guadeloupéen qui va répondre à l'appel du général de Gaulle parce que la France, la mère patrie, est en danger et beaucoup de jeunes Antillais, beaucoup de jeunes des colonies françaises vont répondre à l'appel du général de Gaulle et vont quitter leur terre pour la liberté, au nom de la liberté. Eux dont les ancêtres ont été enchaînés. Alors, c'est un sujet que je ne cesse de creuser, en fait, l'idée du voyage. Comment on arrive quelque part, même dans les romans jeunesse que j'ai écrits, Un papillon dans la cité, Caraïbes sur Seine, les personnages traversent, ils voyagent, ils vont s'adapter. Et comment vont-ils arriver en ce quelque part-là? Je pense beaucoup à Édouard Glissant quand je parle de ça, parce que on n'arrive pas nu, on arrive avec une histoire, avec une langue, avec un accent, avec des rites. On transporte tous ces bagages qui sont invisibles, mais ils sont bien là avec nous. On transporte aussi nos ancêtres dans le nouveau pays et on va apporter quelque chose au nouveau pays, même si le nouveau pays, le pays d'accueil, ne va pas nous accepter parce qu'il y a une histoire de couleur de peau, parce qu'il y a une langue, parce qu'il y a des préjugés. Et je suis toujours avide de moi-même de ces voyages. Grâce à mes livres, je voyage énormément
Et je suis allée pour écrire La vie privée d'Oubli. Euh, je suis allée en Afrique, je suis allée au Bénin, je suis allée au Sénégal, je suis allée au Panama, même si dans mon roman, le personnage qui fait l'expérience du Panama euh, et qui raconte l'épopée des Caribéens pour creuser, aller creuser le canal de Panama, des personnes, des ombres oubliées un petit peu. C'est important pour moi de leur redonner vie, même dans quelques pages. Et puis, tous ces Africains qui, au moment de la Seconde Guerre mondiale, sont allés euh, apporter leur soutien. C'était la force noire, hein, même la Première Guerre mondiale, la force noire, la Seconde Guerre mondiale, ils sont allés donner leur vie dans les combats d'Europe, dans des combats qui n'étaient pas leurs combats. Et donc, ça m'intéresse. Et je me dis que c'est depuis le commencement des temps, des êtres humains ont dû quitter leur terre, ont dû quitter ce monde connu pour se mettre à l'abri, protéger leur famille, fuir un dictateur, fuir une guerre, fuir la barbarie des hommes, mais aussi et également fuir la nature qui se, la nature qui peut devenir terrible et qui peut les chasser de ce qu'ils connaissent. Et quand je vous parle de cela, je pense aussi bien à Un papillon dans la cité avec Félicie qui va quitter la Guadeloupe pour arriver en France, mais je pense aussi à Adi Soleil Noir, qui est un roman historique. Excusez-moi. Adi Soleil Noir, qui est un roman historique, puisque je raconte l'histoire d'une jeune Guadeloupéenne dans l'entre-deux-guerres. Mais c'était tellement important pour moi d'écrire l'histoire de cette femme, de cette jeune femme qui a fui la Guadeloupe parce qu'il y a eu un terrible cyclone qui a ravagé l'île. Et je mets toujours en parallèle la violence des éléments naturels et la violence des êtres humains, la barbarie des êtres humains. Adrienne Fidelin, dans Adi Soleil Noir, elle quitte la Guadeloupe parce que tout est détruit suite au passage du cyclone. Elle est orpheline. Elle va arriver en France. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va rencontrer les surréalistes et elle va vivre pleinement cette expérience de libertinage aussi et de liberté avec les surréalistes parce qu'elle sait très bien que le temps du bonheur peut s'arrêter très vite. Elle l'a déjà vécu. Sa famille a été détruite. Elle a perdu ses parents. Mais finalement, la Seconde Guerre mondiale va arriver comme le cyclone de 1928 pour tout ravager. Alors finalement, on vit avec ce présent. Elle a en tête cette mémoire de douleur avec le passage du cyclone, mais elle sait aussi que finalement, euh, la catastrophe arrive aussi. Une nouvelle catastrophe arrive et cette fois, elle est orchestrée par des êtres humains. La guerre, vous savez, et la grande histoire a toujours été très, très présente dans l'intimité de ma famille, puisque je voyais mon père militaire de carrière, je le voyais dans le salon de notre appartement dans le Val-de-Marne. Il incarnait la grande histoire. Il incarnait voilà, ces gens qui allaient se battre partout dans le monde. Et aujourd'hui encore, les guerres sont là. Alors moi, je continue d'écrire et je continue à parler de la barbarie des êtres humains dans mes livres et je continue à parler de ces gens qui se déplacent et je continue à parler du passé qui vient hanter le présent et impacter l'avenir. Je regarde la télévision aujourd'hui, je vois tous ces conflits mondiaux. Euh, on est en train de fabriquer de la haine pour 1000 ans encore. Alors, je suis obligée d'écrire. Je suis obligée d'écrire parce que je parle de la vie privée d'oubli, mais aujourd'hui, ça peut s'appliquer hein, aux gens qui souffrent au Liban, à Gaza, en Israël,
est-ce qu'ils oublient? Est-ce que, est-ce que c'est ce qui s'est passé autrefois n'est pas toujours là à les hanter, à les piquer et à, et à attiser le feu pour, euh, pour fabriquer de la haine. Donc, mais on oublie, est-ce que la question est vraiment, est-ce que on ne peut pas oublier? On ne peut pas oublier, mais est-ce qu'on ne doit pas vivre sa propre vie, sa petite vie, euh, en, en repoussant euh, toutes les douleurs de la grande histoire? C'est la question du livre, je crois. Merci pour ça. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Jocelyne. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais continuer ce fil de l'incarnation de l'histoire. Il y a un aspect charnel de votre roman. Même dans sa mort, dans son absence, le corps d'Agantimé est surprésent. Dans votre description de son cadavre dans la rivière, dans ces traversées de l'Atlantique qui ont lieu par, et je cite, canot, rafio, chaloupe, bananier, paquebot blanc, et puis même par avion. Il y a le toucher apaisant de Margie quand elle coiffe Yaël. Il y a la trace des racines dans l'ADN, dans la mémoire épigénétique, pour rien dire sur la trahison des corps par l'esclavage, par les enfants qui appartenaient déjà à l'autre, par la drogue, par l'homme, et ça continue. Pour moi, l'aspect le plus marquant de ce texte, c'est le fait que vous avez rendu la mémoire, les traces de l'histoire effacées, vous l'avez imprégné du corporel, du tangible et du physique. Peut-on discuter un peu de l'aspect physique de la connexion intergénérationnelle dans ce roman et peut-être dans votre œuvre en général, parce que évidemment, ça déborde. J'aime bien cette idée de débordement. Et effectivement, euh, il me fallait faire surgir ce passé-là. Euh, vous savez, je veux pas utiliser cette image, mais il fallait, c'est là comme une plaie, et d'un seul coup, on va appuyer sur cette plaie pour faire sortir du pus, pour nettoyer cette plaie. C'est un petit peu l'image qui me vient. Je vous la livre telle qu'elle. Euh, Agontimé, elle surgit comme ce passé-là qu'on avait voulu occulter, dont il ne fallait pas parler. Il faut le savoir, jusque dans les années 70, 1970, il ne fallait plus parler de ça, c'était le passé. On n'en parlait pas. Euh, L'esclavage n'était même pas dans les livres d'histoire, n'était pas à l'école. Les enfants ne connaissaient pas leur histoire. Longtemps, on nous a dit, moi-même j'ai connu ça, que nos ancêtres étaient des Gaulois. C'est terrible ça. Pour un peuple de d'avoir honte aussi de son ascendant, de ses ascendants. Aucune trace de l'histoire. Moi-même, je me souviens d'un documentaire que je regardais à la télévision française en noir et blanc dans les années 1960. Et c'était un documentaire sur l'esclavage, comme ça. Je vois passer une gravure avec une colonne d'êtres humains nus, enchaînés ou avec des colliers attachés les uns aux autres. C'était une colonne d'esclaves dans les razzias. Et j'interroge ma mère et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Et elle me dit, c'est rien, c'est le passé. Et c'est ma grand-mère Julia, qui était illettrée, qui ne parlait pas le français, qui m'a raconté que c'était ce que sa grand-mère lui avait raconté sur l'esclavage. Et j'étais effarée. Je venais de là, je venais de cette histoire-là, de cette histoire-là. Alors, au XXIe siècle, beaucoup de choses sont apparues. Euh, Bien sûr, il y a eu la loi Taubira, avec la reconnaissance de l'esclavage et de la traite comme crime contre l'humanité. Beaucoup d'Antillais, il faut le savoir, euh, n'ont pas vraiment adhéré à cette idée de faire ressurgir ce passé. C'était un passé un peu honteux, un passé peut-être tellement douloureux, un passé honni, un passé
dont on ne voulait pas voir les figures, les couleurs. Quand j'écris La vie privée d'oubli, je sais que je vais attaquer le sujet de front. Je vais parler de ce passé-là dans le présent. Je veux incarner ce passé-là. Je veux, dans la personne d'Agon Timé, donner un visage, donner un monde intérieur à un être humain. Ce n'est plus seulement un personnage, c'est vraiment une incarnation, l'incarnation aussi bien d'un passé que d'une personne et que d'êtres humains qui ont été déportés, qui ont subi cette infamie, qui ont fait ce voyage, cette traversée, qui ont été arrachés à leur terre. Quand je raconte des histoires, quand j'écris un roman, je veux toucher en plein cœur mes lecteurs, mes lectrices. J'avais déjà écrit sur l'esclavage, un livre qui a été publié en 1989, qui s'appelait Traces et voix, les femmes des Antilles, 150 ans après l'abolition de l'esclavage, qui a été publié aux éditions Stock, et dans lesquelles j'avais mêlé les voix de femmes des années 1990 à celles des femmes que j'avais retrouvées dans des livres qui relataient l'esclavage aux Antilles, où je trouvais des personnages féminins. Donc c'est un sujet qui me hante, mais vous savez, c'est difficile aujourd'hui, en 2021, d'écrire sur l'esclavage parce que souvent, on dit aux écrivains qu'ils ressassent, aux écrivaines qui sont en train de ressasser le passé, que ça ne sert à rien de ressasser ce passé. J'ai voulu accrocher mes lecteurs, mes lectrices, avec une histoire tellement actuelle de la drogue. Je me suis beaucoup plongée dans le vocabulaire et voilà, des jeunes pour pouvoir écrire ce livre sur le monde des ghettos, sur la drogue. Alors, donner chair à Gontimé, la faire ressurgir. Et c'est c'est l'expérience que va vivre Yaël, comme ces personnes qui, vous savez, vont vivre l'expérience de la mort imminente et vont d'un seul coup voir apparaître une ombre qui va traverser la lumière. Alors, Agontimé va réapparaître. Elle n'est pas là, mais on entend sa voix. Yaël la voix, elle peut très bien la décrire. Et Agontimé va se mettre à raconter son histoire, parce que c'est une histoire qui a été occultée. C'est l'histoire de tous ces gens dont nous venons en tant qu'afro-descendants et dont nous n'avons aucune trace. Et c'est une histoire qui doit être entendue. On doit la faire entendre à nouveau, cette histoire. À un moment donné, il faut... Alors, il y a cette voix. Vous savez, j'ai été infirmière en psychiatrie pendant 37 ans. Je ne sais pas si vous le savez, vous paraissez étonné. Pendant 37 ans, j'ai été infirmière en psychiatrie et j'entendais tous les jours des patients qui conversaient avec des invisibles, des patients qui entendaient des voix qui leur ordonnaient de faire ci ou de faire ça, et qui les voyaient, qui voyaient ces ombres. J'ai travaillé pendant 37 ans avec des personnes qui souffraient de troubles mentaux et qui vivaient des expériences, qui avaient des hallucinations visuelles ou bien auditives. Alors, j'écris, mais je suis aussi témoin de tellement de choses. Je suis aussi tellement observatrice. J'observe ce qui se passe autour de moi. J'observe les êtres humains. Et pendant 37 ans, quand j'exerçais mon métier d'infirmière, la souffrance n'était pas palpable. La souffrance, les voix, moi je ne les entendais pas. Elles demeuraient inaudibles. Tout ce que me décrivaient mes patients, c'était, j'écoutais, mais je ne voyais pas tout ce qu'ils traversaient. Et donc, tous ces mondes-là sont des mondes inexplorés pour moi. Alors, j'ai voulu faire un voyage avec
à Gontimé, j'ai voulu remonter le temps et inventer, non, je ne veux pas dire inventer, j'ai voulu créer une histoire qui a peut-être existé. Je l'ai senti très fort en moi, cette Agontimé. Et j'ai imaginé qu'elle avait déjà eu un premier mariage sur la terre africaine et qu'elle avait déjà eu une descendance. Ça, c'était très important pour moi de créer cette descendance pour faire le lien avec la descendance caribéenne, avec la descendance guadeloupéenne. Vous comprenez ce que je dis? C'était très important pour moi de montrer qu'elle avait déjà eu un premier, elle avait déjà enfanté sur la terre africaine, parce que j'avais besoin, dans mon roman, dans mon projet d'écriture, de cette descendance africaine et de montrer ce qu'étaient devenus les descendants d'Afrique et puis les descendants de la Caraïbe et de montrer que ces descendants voilà, cheminaient les uns à côté des autres. Bon, certains n'allaient jamais se rencontrer, mais que la rencontre, en tout cas, était toujours possible. La rencontre était toujours possible avec l'Afrique. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je crois que oui, et encore plus. Donc, je vous remercie et je passe la parole à ma collègue Jen. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une main qui est levée. On va attendre encore quelques minutes et donner la parole à l'audience d'ici 10 minutes. Donc, merci pour votre patience. Donc, on a déjà parlé de voyage, on a déjà parlé de vos personnages féminins. Et donc, clairement, votre roman raconte et dessine des filiations transatlantiques qui partent de la Guadeloupe pour rejoindre la France hexagonale, mais aussi le Canada, le Nigeria. Et comme vous l'avez dit, vous avez beaucoup voyagé pour écrire ce roman. Donc, vous écrivez un roman qui m'a paru vraiment familial au travers d'une généalogie retrouvée. Et vous donnez à la famille un sens élargi dans le sens où elle dépasse la simple filiation. Je me demandais si on pouvait évoquer avec vous l'importance de la matrilinéarité dans la constitution de ce roman familial. Et par le biais de cette matrilinéarité, est-ce qu'on peut parler d'un espace de guérison féminin? Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Morne Capresse, où vous évoquez l'importance de guérir les femmes avant de pouvoir guérir la Guadeloupe et guérir le monde. Merci. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a énormément de femmes dans ce roman, hein. Et la guérison, elle est déjà là, elle germe en elle-même. Euh, il faut, il faut revenir sur les blessures. C'est important de revenir sur ces blessures pour pouvoir avancer. Dans mes romans, il est souvent question de construction. On se construit. Vous avez évoqué Morne Capresse, bien sûr. Euh, Toutes ces femmes qui cherchent à se guérir, à se soigner, à s'entraider aussi. Bon, ça ne réussit pas toujours, mais bon, euh, je pense à Sanvier des Poussières aussi, avec, avec ces lignées de femmes, avec ces filles qui ne veulent pas être dans une répétition, qui ne veulent pas répéter les erreurs de leur mère, avec ces filles qui ne veulent pas euh, servir un homme comme leur mère a servi un autre homme. Donc c'est pour moi un cheminement. Alors les femmes sont là parce que euh, je suis une femme, parce que j'ai beaucoup entendu dans les cuisines de mes tantes et de mes grands-mères des confidences de femmes. Moi, j'étais une petite fille, mais elle ne me prêtait pas tellement d'attention. Et moi, j'écoutais tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle racontait. J'ai vu aussi des femmes tellement fortes devenir tellement faibles euh, devant, sous le joug d'un homme. Je pense à ma grand-mère Julia, dans l'exil selon Julia. Les femmes, euh, les femmes de mes livres se construisent. Les femmes de mes livres, euh, finalement, osent regarder leur souffrance. Et j'espère qu'elles disent quelque chose, que cela dit quelque chose aux lectrices qui vont s'emparer de leurs histoires.
Euh, Anna, Anna, avec son secret, avec cette grossesse, avec cet enfant qu'elle a eu. Euh, Margie, avec la violence, la barbarie de son père. Ce sont des sujets qui sont tellement universels aussi, hein, même si cette histoire se passe en Guadeloupe, dans des communautés caribéennes ou africaines, mais voilà, je pense à Joyce, qui est livrée à la prostitution, qui doit se vendre, euh, qui doit vendre son corps pour vivre, pour survivre, pour payer sa dette, euh, et dans la crainte aussi d'une malédiction et du juju. Alors, je, je dois parler. En tant qu'écrivaine, je me devais de parler de toutes ces situations. Il y a de multiples situations où on voit ces femmes qui se débattent, qui combattent et qui essayent de s'en sortir, qui essayent de se libérer, qui essayent de, d'échapper à la domination. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Corinne qui va faire la transition avec nous, donc ouvrir le Q&A et également poser des questions si nous avons la possibilité de le faire. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour Gisèle. Je voulais vous remercier bien sûr pour cette magnifique conversation. Je voulais remercier aussi le public. C'est un public assez magnifique aujourd'hui. Beaucoup de noms, d'amis, de collègues. En tant que... Ok, j'essaye de faire très très vite parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vous poser des questions. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez toucher vos lecteurs et vos lectrices au cœur. Et c'est vrai que le livre, en tant que Guadeloupéenne moi-même, m'a touché au cœur. Mon père est né au Panama, mais il est décédé maintenant et donc je n'ai pas accès à sa mémoire. Et donc c'était vraiment un plaisir de retrouver cette histoire des Antillais à Panama dans vos pages. Donc merci énormément. J'avais une question initialement de famille, de transmission, de généalogie. Et ma question allait avoir à faire avec peut-être la nouvelle génération d'auteurs antillais, antillaises. Et je me demandais si vous aviez des conseils pour penser à cette idée de transmission et d'héritage. Donc peut-être des conseils pour la nouvelle génération d'auteurs et d'autrices antillaises, bien issus de la diaspora antillaise. Oh là là, il y a tellement à écrire. En fait, moi, quand j'ai commencé dans les années 1900, enfin, je n'ai pas commencé en 1980, mais j'ai commencé à en parler en 1980. Mais il faut savoir que j'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans. Vraiment, mon premier roman, je l'ai écrit quand j'avais 10 ans. Je n'ai jamais cessé d'écrire depuis mes 10 ans. Pas de la poésie, mais des romans, des histoires. Donc, les conseils que je peux donner à aux jeunes générations, c'est de croire en soi. En 1980, quand je disais autour de moi, voilà, j'écris, je passais pour quelqu'un d'illuminé, quelqu'un qui croit qu'elle va écrire un roman, qu'elle va devenir romancière, alors qu'elle ne vient pas d'une famille d'intellectuels ou une famille d'écrivains ou de professeurs. Et j'écrivais. J'avais une vieille machine à écrire avec des rubans. J'écrivais des histoires. J'ai commencé à envoyer les textes à des éditeurs et les livres ont été refusés, bien sûr. Bien sûr, mais avec des conseils quand même. Les conseils, c'est cette histoire. On a parlé de débordement tout à l'heure. Hein. Cette histoire doit déborder. Si vous avez envie d'écrire, euh, il faut, euh, il faut se lancer, il faut s'asseoir et puis il faut se mettre au travail. Il faut rester dans une régularité vis-à-vis de l'écriture, euh, avoir une discipline de faire et écrire tous les jours, pas simplement le week-end, être tout près de ces personnages. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est quand vous commencez votre livre, même si vous ne savez pas où vous allez, euh, il faut continuer. C'est comme si vous entrez dans une forêt. Vous ne savez pas tout ce que vous allez rencontrer dans cette forêt, mais il faut y aller. Je n'écris pas avec un plan parce que le plan
peut vous empêcher de partir dans des endroits qui vont vous mener vraiment au cœur de votre récit, de ce qu'il y a en vous. Moi, j'ai l'impression, avec mon expérience, hein, avec plus de 27 romans, que le roman sait lui-même où il va. Il faut simplement attendre que les choses se mettent en place et voilà, se laisser porter par le roman. Le petit conseil vraiment pratique que je peux vous donner, quand vous commencez à écrire votre roman, revenez chaque fois au début, au commencement du roman. Revenir et relisez depuis le début. Moi, je fais ça systématiquement pendant les 60 premières pages. Et après, je peux avancer. Parce que les choses vont se mettre en place. Vous allez voir un peu plus clair dans l'écriture du texte. Accepter, accepter de se séparer de passages qui sont simplement inutiles et que vous allez, comment dire, démasquer. Quand vous commencez à bâiller devant votre propre texte et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soyez passionné, soyez curieux de ce que vous allez écrire, de ce qui va arriver. Alors, je vais juste vous raconter une petite anecdote. Quand j'écrivais Monde Capresse, chaque jour, je lisais ce que j'avais écrit à ma fille. Et un jour, elle me dit, mais qu'est-ce qui va se passer après? Je dis, mais je ne sais pas encore, je te dirai demain. Et c'est la vérité. Je ne sais pas ce qui va surgir le lendemain. Vous comprenez? Je ne maîtrise pas tout. Je ne veux pas tout maîtriser. Et c'est ça aussi la magie et la jubilation de l'écriture et de la création. Parce que vous êtes comme un peintre devant votre toile. Mais qu'est-ce qui va surgir? Vous ne savez pas tout. Je ne maîtrisais pas, je ne connaissais pas tous ces personnages quand j'ai commencé à écrire. Je savais que je voulais mêler des grands pans de l'histoire du monde à cette petite histoire, mais je ne maîtrisais pas tout. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils qui sont vraiment libérateurs. Je sais qu'on avait une question de Robinson Étienne. Si la question est toujours d'actualité. Oui, la question est toujours là. Tout d'abord, je dis merci à Madame Gisèle Pineau de nous avoir fait savourer quelques phrases de son excellent roman, bien que je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte. Et, normalement, vous parlez de l'oubli, euh, la, je suis désolé. Vous parlez de la vie privée de l'oubli. Et il me semble que vous personnifiez l'oubli. Et à travers certaines lignes que vous venez de lire, ça me fait croire à l'oubli, peut-être cette mémoire d'oubli des peuples opprimés. Mais je me demande aussi, et si on ne peut pas faire cette approche aussi et pour les peuples, alors pour les nations, je dirais aujourd'hui impérialistes ou colonialistes, est-ce qu'on ne peut pas faire référence à ça? Et l'autre question serait ainsi, et qui doit oublier ou bien qui doit être oublié? Que doit oublier ou qui doit être oublié? Par exemple, pour le maître, les colonialistes, l'impérialiste, il est évident, et il est toujours sur la scène, et jusqu'à présent, ce sont eux qui tracent le chemin pour les peuples opprimés. Et pour les peuples, les anciens colonisés, qui sont toujours colonisés, les cicatrices sont toujours là. Comment peut-on faire cette approche de l'oubli? Et normalement, il y a des centaines d'ouvrages, de textes, d'œuvres, donc, qui parlent de cette question de mémoire, de ceux qui souffrent, qui ont toujours souffert et qui continuent de souffrir. Mais qu'est-ce qui empêche à ces peuples qui continuent de prendre leur destin en main jusqu'à présent, selon vous?
Merci beaucoup pour cette question, mais je ne vois pas votre visage, c'est dommage. Ah, je suis désolé parce que je pensais que le Merci Alors, je beaucoup. dois vous dire que je suis antillais comme vous, je viens d'Haïti. Oui, j'ai reconnu, j'ai reconnu. Ah, Mm. merci pour cette très belle question. Effectivement, c'est la question de l'oubli. Alors, en Haïti, vous avez toujours connu votre histoire parce que vous êtes la première république noire. On vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a, on vous a donné cet héritage de dettes énorme pour vous empêcher de vous épanouir en tant que nation. Euh, aux Antilles françaises, nous sommes des départements français d'outre-mer et effectivement, le colonisateur est toujours là. Effectivement, la grande histoire, les livres d'histoire sont écrits par les descendants des anciens maîtres. Effectivement, les suprémacistes blancs existent toujours aux États-Unis d'Amérique. Alors, est-ce qu'on peut oublier? Moi, je sais pertinemment que quand j'entre dans une salle, je sais que je suis noire et je sais que dans cette salle-ci, il n'y a que des blancs. Eh bien, je sais qu'on voit quelqu'un de noir et je sais qu'il y a des préjugés attachés à la couleur de ma peau. Je sais que chez moi, euh, en Guadeloupe, aujourd'hui, au XXIe siècle, euh, certaines personnes des afro-descendants euh, continuent à voir en une personne de couleur blanche, enfin, personne euh, couleur blanche, quelqu'un qui est supérieur. Il y a un sentiment de supériorité. Il y a aussi tellement de préjugés avec la couleur de peau. Il y a chez certains Français blancs un sentiment inné de supériorité. Parce que, comme moi, je sais que mes ancêtres ont été mis en esclavage, certaines personnes se voient comme des descendants de maîtres aussi. Aujourd'hui, encore au XXIe siècle, il y a encore ce sentiment de supériorité chez beaucoup, malheureusement sur cette terre, chez beaucoup de personnes de couleur blanche. Un sentiment de supériorité et qui considère les, euh, certains peuples comme des gens inférieurs. Pourquoi en Europe, encore aujourd'hui, il y a des cris de singes quand un footballeur d'origine africaine ou antillaise fait une erreur sur le terrain de football? Pourquoi il y a des cris de singes? Pourquoi il y a des insultes racistes? Parce que c'est aujourd'hui. Moi, je ne veux pas me voiler la face. C'est aujourd'hui, c'est l'actualité. Alors, l'oubli. Est-ce que l'oubli est un personnage? En tout cas, l'oubli est le sujet. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez lire mon livre et que vous puissiez me donner votre retour. Parce que ce que vous évoquez avec des descendants de peuples qui continuent à souffrir de ce qu'ont subi leurs ancêtres, c'est une réalité. En fait, on ne peut pas oublier, même si on s'en défend, même si on vous dit que c'est arrêter de parler de ça, ça n'existe plus, c'est le passé, euh, eh bien, c'est difficile pour l'humain, en fait. Je crois que c'est une question d'humanité pour l'humain d'oublier. Même s'il veut oublier, même s'il dit moi c'est du passé, j'oublie, mais en lui-même, voilà, on ne peut pas oublier, c'est difficile d'oublier. Et je pense que vous connaissez, vous savez ce dont je parle avec le racisme aujourd'hui. Et, et quand je regarde certains documentaires sur les États-Unis d'Amérique, euh, ce qui, ce, ce qui, ce- les combats qu'il a fallu mener pour les communautés d'afro-descendants jusque dans les années 60, c'est quand même pas si vieux que ça. Euh, Aujourd'hui, on voit encore ce qui se passe avec Life Black Matter. Quand je pense euh, à la façon dont euh, certains comportements de police vis-à-vis des communautés noires, voilà, le délit de faciès, hein, euh, quand je pense au,
aux prisons américaines qui sont emplies de, de noirs, voilà, quand je pense à ce qui se passe aujourd'hui avec des élections, à ce que a dit dernièrement Monsieur Trump, hein, vis-à-vis en parlant des communautés haïtiennes, j'entends tout cela et je me dis, voilà, l'humanité a beaucoup de chemin à faire encore pour sortir de l'ignorance et de la barbarie. Et si j'écris aujourd'hui cette histoire, c'est pour dire, on sait, le passé, on ne peut pas le changer, mais au moins, changeons notre regard, envisageons l'avenir d'une autre manière. Et on ne peut pas changer le passé, mais on peut construire l'avenir. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci, merci beaucoup. Merci, j'apprécie. Peut-être que nous avons le temps de prendre une de plus. Si vous avez peut-être une minute de plus, Gisèle, Oui. y aurait-il une autre question? Vous pouvez vous enlever de mute ou bien vous pouvez mettre dans le chat si vous voulez. En fait, bon, s'il n'y a pas de question, je voulais juste dire que Euh, j'espère que ce livre aura un écho en chacun, chacune, parce qu'on vient tous de quelque part. Et c'est tellement, ça donne tellement de force d'aller visiter ce passé et même de le fantasmer, mais de se dire, voilà, moi j'ai pratiqué le test ADN, hein, comme mon personnage dans le livre, comme le personnage de Maya dans le livre. Et ça a été une expérience incroyable pour moi d'avoir, comme Maya, 72% d'origine du Nigeria. Je me suis dit, mais voilà, ça donne une visibilité nouvelle. Euh, et donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une autre question. J'essaie de laisser la place à l'audience, mais une chose qui m'a frappée, c'est justement ce rapport entre une compréhension plus scientifique et psychiatrique de la descendance et de ce sentiment d'appartenance ou de rapport familial qu'on voit dans les deux psychiatres. Il y a un qui est porte un regard très colonisateur sur ce que voit euh, Yael? Yael. Oui, et un autre qui a une compréhension plus ancrée, qui respecte la spiritualité. Euh, et puis il y a aussi également ce lien des tests ADN qui est très frappant aussi. Donc, est-ce que vous pourriez parler de ce rapport entre euh, spiritualité, mais aussi ce côté scientifique et tout à Oui, fait ouais, oui, ben, moderne. je Ouais. peux en parler parce que moi, j'ai été formée en France, dans l'Hexagone, pour avoir mon diplôme d'infirmière en psychiatrie. Et quand voilà, j'ai été formée, j'ai appris les maladies mentales à l'européenne en fait. Et quand j'arrive à la Guadeloupe, je vais travailler dans un service de psychiatrie, je me retrouve avec des patients, eh bien, on ne peut pas les soigner de la même manière. Les délires ne s'expriment pas de la même manière. Les hallucinations, l'imaginaire et puis le vocabulaire ne sont pas tout à fait les mêmes. Le magico-religieux est tellement présent dans les cultures créoles, antillaises, caribéennes. Euh, Certaines croyances sont dans le quotidien. On croit, est-ce qu'il y a des esprits, est-ce qu'il y a des soucougnants, est-ce qu'il y a des diablesses, est-ce que nous vivons beaucoup aux Antilles avec le magico-religieux, ce qui n'est pas le cas en Europe ou en France hexagonale. Donc, les praticiens qui arrivaient en Guadeloupe dans le service de psychiatrie, eh bien, déjà, d'une part, ils considéraient que des patients avaient des délires dès qu'ils entendaient parler de certaines croyances, alors que c'est dans notre quotidien. C'est, voilà, ce ne sont pas des choses spécifiquement pathologiques.
Et donc, il y avait un sacré décalage entre la façon de soigner et d'appréhender la maladie mentale en Guadeloupe et puis dans l'Hexagone. Donc, il faut adapter cela. Et puis, il y avait la langue créole aussi qui venait euh, compliquer la compréhension des praticiens français. Ils ont besoin d'être plongés dans notre culture avant de soigner des pathologies psychiatriques. Merci beaucoup. Je vais devoir conclure malheureusement notre conversation. Merci encore, Gisèle, pour nous avoir rejoints aujourd'hui, pour avoir été en conversation avec nous. J'encourage, comme beaucoup d'entre nous l'avons déjà fait, tout le monde à aller lire La vie privée d'oubli et à continuer les conversations que nous avons entamées aujourd'hui. On voulait donc simplement vous remercier et encore une fois, encore 1000 fois. Et on continuera de toute façon à créer ces caisses de résonance pour amplifier les conversations d'aujourd'hui. Donc merci beaucoup et merci à notre audience. Merci à tout le monde de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci. Merci, j'espère avoir répondu à vos attentes. Franchement, merci beaucoup.